Il existe des amitiés dans le monde du showbiz qui défient toutes les catégories conventionnelles, des liens qui mêlent admiration, mentorat, affection familiale et parfois des sentiments plus profonds et inavoués, créant des histoires qui captivent l'imagination collective pendant des décennies, et parmi elles, aucune n'est plus énigmatique, plus chargée d'émotions et de mystères que celle qui a uni Diana Ross et Michael Jackson, une connexion si intense qu'elle a traversé les époques, influençant leurs carrières respectives et alimentant des rumeurs persistantes sur la nature exacte de leur relation. Imaginez un jeune garçon timide de 9 ans, propulsé dans l'univers impitoyable de la célébrité, cherchant désespérément un ancrage stable au milieu du chaos familial et de la pression médiatique, et voilà que surgit Diana Ross, déjà une diva légendaire, une superstar qui incarne le glamour, le succès et la résilience, devenant pour lui non seulement une guide professionnelle mais une figure presque mythique, qu'il décrira plus tard comme sa mère, sa sœur et son amante tout à la fois. Michael l'a inscrite dans son testament comme tutrice potentielle de ses enfants. Il a composé des chansons qui semblent codées pour elle, et pourtant, après le mariage de Diana en 1985, il a coupé les ponts, laissant planer un voile de douleur et de silence. Pourquoi cette dévotion obsessionnelle, pourquoi ce retrait brutal? Pendant des années, Diana Ross a gardé le silence, protégeant leur secret comme un trésor précieux, refusant les interviews sensationnelles et les spéculations des tabloïds. Mais en 2025, à l'âge de 81 ans, elle brise enfin ce mutisme, non pas pour les caméras avides de scandales ni pour alimenter les gros titres, mais lors d'une conversation intime en famille, révélant des vérités qui éclairent leur lien sous un jour nouveau. Des débuts tumultueux à Motown jusqu'à un amour qui bouscule toutes les définitions, cette histoire n'est pas seulement celle de deux icônes de la musique, c'est un récit profond sur la vulnérabilité humaine, l'idéalisation, les frontières floues entre affection platonique et passion romantique, et les impacts durables d'une enfance marquée par la gloire précoce. Accrochez-vous car nous allons plonger en profondeur dans cette saga, explorer chaque chapitre avec des détails inédits, des analyses expertes, des anecdotes tirées d'interviews, de biographies et de sources fiables comme les mémoires de Michael dans Moonwalk, le livre de son frère Jermaine Hugh Arnaud Talon, ou les biographies de J. Randy Taraborelli et Randall Sullivan. À la fin, je vous poserai une question qui va enflammer les commentaires, était-ce vraiment de l'amour, ou quelque chose de bien plus complexe comme une obsession née d'un vide affectif? Si vous êtes prêt pour une plongée virale dans l'un des mystères les plus chuchotés de l'histoire de la pop, likez dès maintenant et abonnez-vous pour ne rien manquer, allons-y. Pour bien comprendre les racines de cette relation extraordinaire, il faut remonter à l'année 1969, une époque charnière pour la musique américaine où Motown Records, fondée par Berry Gordy en 1959 à Détroit, était en pleine ascension, transformant des artistes afro-américains en superstars mondiales et brisant les barrières raciales de l'industrie du divertissement. Diana Ross, née le 26 mars 1944 dans un quartier modeste de Détroit, avait déjà conquis le monde avec les Supremes, le groupe féminin le plus vendeur de l'époque, avec des hits intemporels comme Where Did Our Love Go en 1964, Baby Love la même année, et Stop in the Name of Love en 1965, elle incarnait le glamour sophistiqué, la voix veloutée et le succès crossover, passant des clubs locaux aux scènes de Las Vegas et aux plateaux télévisés majoritairement blancs. À 25 ans, elle quittait les Supremes pour une carrière solo fulgurante, devenant la protégée et la confidente intime de Berry Gordy lui-même. Leur relation professionnelle et personnelle était profonde. Gordy n'était pas seulement son mentor mais aussi le père de son premier enfant, Rhonda, née en 1971 d'une liaison secrète, ce qui faisait d'elle une figure puissante au sein de Motown. Diana n'était pas juste une chanteuse, elle était une stratège, une performeuse impeccable qui maîtrisait l'art de la scène, des interviews et de l'image publique, maîtrisant chaque détail pour projeter une aura d'élégance intouchable. De l'autre côté de cette équation, entrait Michael Jackson, né le 29 août 1958 à Gary dans l'Indiana, dans une famille ouvrière de 9 enfants dirigée par un père autoritaire, Joe Jackson, qui gérait les carrières de ses fils avec une discipline presque militaire. À seulement 9 ans en 1969, Michael était le prodige vocal et dansant des Jackson 5, un groupe familial formé sous la houlette de Joe, qui les entraînait sans relâche, les faisant performer dans des clubs locaux pour échapper à la pauvreté et à la dureté de leur quartier industriel. Michael, le plus jeune, portait déjà le poids d'un talent exceptionnel, sa voix angélique, ses pas de danse inspirés de James Brown et son charisme inné le distinguaient, mais derrière la façade joyeuse des Jackson 5, avec leurs costumes assortis et leurs sourires éclatants, Michael était un enfant nerveux, introverti, marqué par les abus physiques et émotionnels de son père. Comme il le confiera plus tard dans des interviews poignantes, notamment celle avec Oprah Winfrey en 1993 où il décrit les coups de ceinture et les répétitions épuisantes qui le faisaient vomir de peur, il se sentait souvent seul, cherchant un modèle maternel stable dans un monde chaotique où la famille était à la fois un soutien et une source de trauma. La rencontre fatidique entre Diana et Michael se produit en 1969, lorsque les Jackson 5 auditionnent pour Motown après une performance filmée envoyée par Bobby Taylor des Vancouver. Officiellement, c'est Berry Gordy qui les repère et les signe, impressionné par le talent brut de Michael. Mais Michael, dans ses récits ultérieurs comme dans son autobiographie Moonwalk publiée en 1988,
réécrit l'histoire avec une touche personnelle, affirmant que c'est Diana qui les a découverts lors d'un événement caritatif. Ce mythe, bien que fictif, est une stratégie marketing géniale de Motown. Le label sort leur premier album sous le titre Diana Ross présente The Jackson 5 en décembre 1969, avec une pochette où Diana pose comme une marraine bienveillante entourée des frères Jackson. Pourquoi ce choix? Pour capitaliser sur la popularité immense de Diana et propulser les Jackson 5 vers le succès instantané. Leur single I Want You Back devient un hit numéro 1, suivi de ABC, The Love You Save et ILLB There, 4 numéros 1 consécutifs, un record pour un groupe débutant. Pour Michael, ce n'est pas juste du marketing, c'est une vérité émotionnelle profonde. Diana représente le salut, elle l'extrait de l'ombre de Gary et l'introduit dans le glamour de Hollywood. Comme il le dira plus tard, je pensais que j'allais être un vieil homme avant d'être découvert, mais Diana Ross est arrivée pour sauver ma carrière. Dès leur installation à Los Angeles en 1970, Michael commence à fréquenter la maison de Diana dans les Hollywood Hills. Ces visites ne sont pas anodines. Selon des témoignages de proches comme le producteur Quincy Jones dans des interviews posthumes, Michael observe Diana comme un apprenti observe un maître artisan. Il étudie sa routine quotidienne, comment elle répète ses chorégraphies jusqu'à la perfection absolue, comment elle gère les lumières pour flatter son visage lors des photoshoots, comment elle répond aux journalistes avec une grâce calculée et une assurance inébranlable. Diana, de son côté, voit en Michael un reflet de son propre passé, un talent brut, vulnérable, qu'il faut polir pour survivre dans l'industrie. Dans une interview de 1971 pour le magazine Soul, elle décrit Michael comme un fils ou un frère pour moi, il m'admire tellement, alors j'essaie d'être un bon exemple. La presse adore cette narrative idyllique, la diva établie mentorant le prodige timide, mais creusons plus profond, derrière cette image publique polie, les sentiments de Michael évoluent rapidement vers quelque chose de plus intense et personnel. Son frère Jermaine Jackson, dans son livre You Are Not Alone, Michael Through a Brothers Eyes publié en 2011, révèle que Michael vénérait Diana comme plus qu'une sœur. À 11 ou 12 ans, Michael mémorise chaque geste de Diana, sa façon de tourner la tête sur scène pour capturer la lumière, son sourire calculé qui charme les foules, même sa garde-robe scintillante qu'il imite dans ses propres tenues. C'est une admiration qui frôle l'obsession, nourrie par le manque affectif dans sa famille. Des psychologues comme ceux analysant le documentaire controversé Living Neverland soulignent comment les enfants stars comme Michael développent des attachements intenses à des figures adultes stables pour combler les vides émotionnels causés par les abus et la pression. Ici, pas de scandale à l'époque, la relation est vue comme innocente, fraternelle, pourtant des rumeurs circulent en coulisses, des employés de Motown, cités anonymement dans des biographies comme Michael Jackson, The Magic, The Madness, The Whole Story de J. Randy Taraborelli en 2009, note que Michael suit Diana comme un chiot, et qu'elle l'encourage avec une tendresse maternelle. Une anecdote raconte qu'en 1970, lors d'une fête à Motown, Michael, âgé de 12 ans, danse avec Diana sur Ain't No Mountain High Enough, un hit solo de Diana. Des témoins disent qu'il rougit, la regardant avec des étoiles dans les yeux. Diana, amusée, lui sourit et l'encourage, un geste simple qui le marque profondément. Dans une interview de 1981 pour Rolling Stone, Diana rit en se rappelant « Michael était si mignon, toujours à me poser des questions sur comment gérer la célébrité, ces moments construisent une intimité qui va au-delà du professionnel. » Avançons à 1971, l'année où Michael lance sa carrière solo avec Got to Be There. Sa première performance télévisée en solo n'est pas dans un show des Jackson, mais dans l'émission spéciale Diana. De Diana Ross sur ABC, Michael y chante avec une confiance remarquable pour un enfant de 13 ans, dansant avec fluidité et charisme. Ce que le public ignore, en coulisses, Diana le coache personnellement, elle lui apprend à projeter sa voix pour remplir l'espace, à occuper la scène comme si elle lui appartenait, et à charmer les caméras avec un regard direct et un sourire sincère, comme Michael le dira en 1983 lors des American Music Awards, où il dédie un prix à Diana, elle m'a tout appris sur comment être une star. Cette période cimente leurs liens, des hits partagés, des apparitions communes comme lors de concerts où Diana invite Michael sur scène pour des duos improvisés, et une complicité qui transcende le professionnel. Michael commence à appeler Diana Mama ou Girlfriend dans des conversations privées, comme le note sa mère Catherine dans son livre My Family, A Jackson, où elle décrit comment Michael taquinait ses sœurs Latoya et Janet en disant « Vous n'êtes pas jolie tant que vous ne ressemblez pas à Diana ». Ces anecdotes révèlent un attachement profond, presque idolâtre, qui influence même l'esthétique de Michael, ses coiffures afro inspirées des suprêmes, ses tenues scintillantes rappelant les robes de Diana. Maintenant, explorons les années 1970 en détail, une décennie de transition pour les deux artistes. Michael, toujours avec les Jackson 5, signe un contrat plus lucratif avec Epic Records en 1975, quittant Motown dans un départ tendu où Joe Jackson accuse Gordy de sous-payer les garçons. Michael est déchiré entre loyauté à Motown et ambition personnelle. Diana, qui reste chez Motown, devient un pont émotionnel pour lui, elle l'encourage à explorer son identité artistique, l'aidant à naviguer les contrats et les choix créatifs.
En 1978, arrive The Wiz, une adaptation afro-américaine du Magicien d'Oz dirigée par Sidney Lumet, avec un budget de 24 millions de dollars. Diana, âgée de 34 ans, joue Dorothy, un rôle controversé car elle est jugée trop mature pour l'adolescente originale. Michael, 20 ans, et l'épouvantail, son premier rôle majeur au cinéma. Ce film est un pivot pour Michael, c'est l'occasion de s'émanciper des Jackson 5 et d'explorer le acting, mais des sources comme Tara Borelli suggèrent une motivation plus personnelle, passer du temps avec Diana. Pendant le tournage à New York, Michael loue un appartement au lieu d'un hôtel, et surprise, Diana y emménage aussi, pas de manager, pas de staff, juste deux partageant une routine quotidienne, des membres de l'équipe, cités dans Intouchable. A Strange Life and Tragic Death of Michael Jackson de Randall Sullivan en 2012, rapporte qu'ils arrivent et repartent ensemble, dînent en privé, et s'engagent dans des conversations intimes qui durent des heures après les prises. Diana l'appelle bébé ou mon petit. Michael, si timide d'habitude avec les étrangers, semble détendu et apaisé à ses côtés. Les spéculations émergent en coulisses, un maquilleur anonyme parle d'une chimie palpable, comme si quelque chose de plus que professionnel se tramait, mais rien n'est confirmé, leur silence protège ce lien privé. Pas de romance ostentatoire pour attirer l'attention, c'est intime, discret. Pour Michael, alors âgé de 20 ans et en pleine transition vers l'âge adulte, c'est un tournant décisif, il quitte l'image d'enfant star pour devenir un artiste solo mature. Diana lui offre une stabilité émotionnelle, une ancre dans un monde où il se sent souvent perdu. Au-delà de l'émotionnel, ils partagent des moments créatifs. Pendant les pauses, Michael fait écouter à Diana des démos inédites, des maquettes qui deviendront des morceaux phares de son album Off the Wall en 1979, produit par Quincy Jones. Elle écoute attentivement, donne son avis sur les paroles, l'aide à peaufiner les mélodies. Ces séances ne sont pas des réunions professionnelles formelles, ce sont des instants de vulnérabilité pure où Michael se confie sur ses doutes, ses peurs, et son désir de s'affranchir de l'ombre de son père et de ses frères. Germaine note dans son livre que Michael devient plus introspectif pendant cette période, souriant moins face à la presse mais paraissant plus serein en privé. Un ancien assistant cité par Sullivan dira, c'était la première fois qu'on le voyait aimer sans avoir à jouer un rôle. Diana et Michael gardent le silence sur les rumeurs qui bruissent, pas de démenti public, pas de confirmation, leur mutissement dit long, ils protègent quelque chose d'inexplicable au monde extérieur. Pas de photos leakées dans les tabloïds, pas de confessions sensationnelles, juste des souvenirs gravés entre eux, mais des critiques modernes, comme sur des forums Reddit en 2023 discutant de Did Michael Jackson and Diana Ross have an intimate relationship, évoquent du grooming potentiel, vu l'écart d'âge de 14 ans et le mentorat précoce. Des posts X récents, comme celui de @saranfran en 2025 affirmant que Michael was so fixated on Diana Ross because she groomed him, stop romanticizing their relationship, soulignent les controverses contemporaines. D'autres défendent une amitié pure, citant le contexte culturel de Motown où les artistes formaient des familles étendues sans connotation sexuelle. Des sources équilibrées comme Wikipédia sur les relations personnelles de Michael listent Diana comme une figure clé, sans romance prouvée, mais avec des déclarations d'amour public de Michael. Entrons dans les années 1980, l'ère de la consécration pour Michael, qui explose avec Off the Wall vendu à 20 millions d'exemplaires, puis Thriller en 1982, l'album le plus vendu de tous les temps avec plus de 70 millions de copies, redéfinissant la pop, intégrant MTV avec Billy Jean et devenant une icône culturelle mondiale. Mais au milieu de cette gloire vertigineuse, une vérité intime le hante toujours. En 1982, lors d'une interview pour Ebony sur le set de Beat It, le journaliste pose une question banale, qui est la femme idéale pour vous? Michael, âgé de 24 ans, répond sans hésiter, Diana Ross, je l'aime, et il ajoute, si je pouvais épouser n'importe qui dans le monde, ce serait elle. Diana, 38 ans, mère de 3 enfants et divorcée 2 fois de Robert Ellis Silverstein en 1977, reste silencieuse face à cette déclaration. Les médias s'emballent, certains y voient un reste d'admiration adolescente, d'autres une stratégie de publicité pour promouvoir Thriller. Mais ceux qui connaissent Michael personnellement, comme Germaine qui confirmera dans son livre que Michael la voyait comme sa petite amie et devenait jaloux chaque fois qu'elle apparaissait au bras d'un autre homme, savent que c'est sincère. Michael était notoirement discret sur ses émotions privées, qu'il se livre ainsi ne peut signifier qu'une chose, ses sentiments sont profonds, anciens et bien réels. Diana, comme à son habitude, garde le silence, elle ne commente jamais publiquement, ne confirme ni ne dément. Curieusement, la presse ne la relance pas avec insistance, comme s'il y avait un accord tacite pour protéger ce qui est trop fragile pour être exposé au grand jour. En coulisses cependant, les langues se délient, des amis communs racontent que Michael devient possessif, appelant Diana tard le soir pour discuter de tout et de rien, et se sentant trahi quand elle sort avec d'autres, comme Adamant en 1983 qu'elle invite même au Motown 25th Anniversary Show, une soirée légendaire où Michael performe le moonwalk pour la première fois, mais où il observe Diana de loin avec une pointe de jalousie. Puis en 1985,
Diana annonce ses fiançailles avec Arne Næss Jr., un magnate norvégien du transport maritime, alpiniste riche et père de 2 de ses enfants futurs, Ross et Evan. Ils se marient la même année en Suisse lors d'une cérémonie intime réservée à la famille et à quelques proches. Michael Jackson n'en fait pas partie, il ne vient pas, n'envoie aucun cadeau, aucun message de félicitations. Lorsqu'on lui demande pourquoi dans une interview rare, il répond avec une franchise douloureuse « J'étais jaloux parce que j'ai toujours aimé Diana Ross et je l'aimerai toujours ». Cette citation, rapportée par Tara Borelli, révèle la profondeur de sa souffrance. Dans les semaines suivantes, Michael se retire du monde, ses proches notent un changement subtil mais profond, il cesse de donner des interviews, annule des séances en studio, évite les projecteurs, ce qui est rare pour un homme qui vit sous les lumières en permanence. Le perfectionniste infatigable devient silencieux, introverti, inaccessible. Le monde voit une superstar au sommet de sa gloire avec Thriller pulvérisant les records, mais en privé, c'est un jeune homme de 27 ans confronté à la douleur discrète d'un amour non réciproque. Ce n'était pas un scandale hollywoodien, pas un drame public avec des larmes et des accusations, juste la prise de conscience que la femme qu'il avait admirée, idéalisée, peut-être même attendue patiemment, allait désormais appeler un autre homme son mari. Personne ne blâme Diana, elle avait le droit de vivre sa vie, de se marier, de choisir son chemin, mais pour Michael, la souffrance ne vient pas seulement de la perte, elle vient du fait qu'il continue à l'aimer en sachant qu'elle ne sera jamais à lui. À partir de là, Michael change irrémédiablement, il ne parle plus jamais d'amour en public de manière aussi ouverte, il ne mentionne plus Diana Ross dans aucune interview, ni comme ami, ni comme collègue, même lorsqu'on le lui demande directement. Mais ceux qui l'entourent savent une chose, dans ces moments de vulnérabilité quand il se replie sur lui-même à Neverland, c'est toujours à elle qu'il pense en premier. La musique devient son exutoire principal, son langage codé pour exprimer l'inexprimable. En 1987, Dirty Diana sort sur l'album Bad, le public imagine une femme séductrice, audacieuse et dangereuse, une groupie manipulatrice gravitant autour des célébrités, mais le choix du prénom Diana n'est pas un hasard. Pour ceux qui suivaient Michael depuis ses débuts, cette chanson n'est pas juste un morceau rock influencé par Prince, c'est un signal, un cri déguisé. Pendant des années, Michael nie que Dirty Diana vise quelqu'un en particulier, il explique que le personnage est fictif, une représentation des femmes qui utilisent les stars pour leur propre gain. Mais le calendrier intrigue plus d'un, le copyright de la chanson est déposé le jour exact du mariage de Diana Ross avec Arne Næss Jr., cette coïncidence est trop parfaite pour être ignorée. Selon ses proches, notamment Germaine qui le confirme publiquement, la chanson exprime une douleur longtemps contenue, pas de la colère envers Diana elle-même, mais la frustration d'une perte personnelle qu'il ne peut traduire en mots directs. Les paroles brûlantes, « She likes the boys in the band, she knows when they come to town » évoquent la vie glamour de Diana entourée d'admirateurs, et le refrain « Dirty Diana, no » pourrait être un reproche voilé à celle qu'il a laissée derrière. Le clip, avec sa guitare rock et son énergie tense, contraste avec la douceur habituelle de Michael, montrant une facette plus sombre de ses émotions. Quelques années plus tard, en 1991, Michael sort Remember the Time sur l'album Dangerous, le ton change radicalement, là où Dirty Diana brûle de tension et de désirs refoulés, Remember the Time est douce, nostalgique, presque tendre, et cette fois, Michael ne nie rien explicitement. Selon plusieurs amis et collaborateurs comme le producteur Teddy Riley, la chanson est un hommage discret à un amour qui n'a jamais pleinement vu le jour, un souvenir précieux impossible à revivre. Dans le clip réalisé par John Singleton avec un budget de 2 millions de dollars, Michael incarne un magicien dans un palais égyptien ancien, tentant de séduire une reine lointaine et toute puissante jouée par le mannequin Iman. La femme n'a pas de nom explicite, mais pour ceux qui connaissent Michael, l'inspiration est claire, les costumes opulents, la danse élaborée avec Eddie Murphy en pharaon et Magic Johnson en garde, évoquent le glamour intouchable de Diana. Jermaine Jackson a publiquement déclaré que Michael avait écrit la chanson pour Diana Ross, et cela a du sens. Les paroles ne sont pas amères, elles ne reprochent rien, elles posent simplement une question poignante. Do you remember the time when we fell in love? Do you remember? Tu t'en souviens? Aucune réponse n'est attendue, le fait de poser la question suffit à évoquer le regret doux amer. Ces deux chansons expriment des émotions opposées, l'une une colère née du désir frustré, l'autre un regret tendre et mélancolique, mais toutes deux pointent vers la même femme, Diana. À ce stade de sa vie, la musique est devenue le seul langage que Michael ose encore utiliser pour dire ce qu'il ne peut exprimer à voix haute. Il ne déclare plus jamais son amour publiquement, ni ne mentionne leur relation en interview, mais chaque note, chaque mot porte une émotion qu'il ne peut vivre au grand jour. Pour quiconque a un jour aimé quelqu'un de loin, quelqu'un qu'il ne pouvait jamais vraiment avoir, la musique devient le seul refuge où cet amour peut exister sans jugement, et pour Michael, la musique fut sa dernière lettre d'amour, celle que personne ne pouvait lui interdire d'écrire. D'autres chansons alimentent les spéculations, comme Eaten Alive en 1985, coécrite par Michael pour l'album de Diana, un duo implicite où les paroles parlent de désir dévorant, ou même You Are Not Alone où certains voient une version de Diana chantée par elle, bien que non officielle. Avançons à 2002, Michael met à jour son testament,
parmi les clauses juridiques et les dispositions sur son héritage colossal, un détail inattendu attire l'attention: si sa mère Catherine Jackson ne peut plus s'occuper de ses enfants princes, Paris et Blanquet, la personne suivante désignée comme tutrice légale est Diana Ross. Ni un ami proche comme Elizabeth Taylor, ni un frère ou une sœur de confiance, ni même Debbie Rowe, la mère biologique de 2 de ses enfants, c'est Diana. Pour ceux qui comprennent Michael, ce choix n'est pas surprenant, il lui fait profondément confiance, non seulement pour garder ses secrets les plus intimes, mais aussi pour porter ses valeurs et protéger ses enfants comme elle l'a protégé lui. Diana ne l'a jamais trahi, elle n'a jamais parlé de leurs moments privés dans la presse, n'a jamais utilisé son nom pour attirer l'attention ou booster sa carrière, et c'est pourquoi il lui confie l'une des responsabilités les plus sacrées, la garde de sa progéniture. Après la mort tragique de Michael en 2009 d'une overdose de propofol administrée par son médecin Conrad Murray, Diana Ross publie une brève déclaration officielle: « Je n'arrive pas à arrêter de pleurer, c'est trop soudain et choquant, mon cœur souffre, je prie pour ses enfants et sa famille. » Elle ne passe pas à la télévision pour des interviews exclusives, n'accorde aucun scoop au magazine, n'assiste pas aux funérailles publiques au Staples Center, préférant un deuil privé, mais son nom dans le testament dit tout ce qu'il y a à dire. Dans les années qui suivent, d'autres détails font surface: des employés du ranch de Neverland, interrogés par des biographes comme Ian Alprin dans Unmasked en 2009, révèlent une petite pièce secrète non ouverte au public, où Michael avait placé des centaines de photos de Diana Ross, des clichés couvrant chaque époque, des suprêmes aux années solo, sur les murs, les étagères, même le sol, entourés de bougies qu'il gardait allumées 24 heures sur 24 pour honorer son ami. Certains l'appelaient la salle Diana, pas un sanctuaire obsessionnel mais un lieu calme, privé, où il gardait un fragment de cette vie qu'il n'avait jamais pu avoir pleinement. En 2025, Diana Ross fête ses 81 ans, elle reste discrète, évitant la presse et vivant une vie retirée, mais un après-midi, lors d'une conversation paisible en famille, elle dit enfin quelque chose qu'elle avait gardé pour elle pendant plus de 50 ans: « Michael m'aimait, dit-elle, m'aimait d'une façon qu'on ne peut pas facilement nommer, pas de larmes théâtrales, pas de drame hollywoodien, juste de l'honnêteté brute. » Quelqu'un lui demande doucement: « Et vous l'avez aimé en retour ?» Elle marque une pause, baisse les yeux vers sa tasse de thé, puis dit calmement: « J'ai eu une immense tendresse pour Michael, avec tout ce qu'une personne peut donner à une autre, mais l'aimer comme lui m'aimait, je ne vais pas mentir là-dessus. » Elle n'en dit pas plus, ce n'est pas nécessaire, cette phrase suffit à confirmer que ce sentiment avait été réel, très réel, mais jamais autorisé à devenir quelque chose d'officiel ou de consommé. Elle comprenait que si elle avait rendu cet amour dans sa totalité, cela aurait pu briser l'équilibre fragile entre admiration et affection. « Il m'a donné un type d'amour que je n'étais pas sûre de pouvoir porter », ajoute-t-elle, et parce qu'elle savait combien cela comptait pour lui, elle choisit de garder ses distances pour ne pas le blesser davantage. Quand on remonte l'histoire de leur première rencontre en 1969 à leur cohabitation pendant The Wiz en 1978, aux confessions publiques de 1982, à son absence au mariage de 1985, aux chansons codées comme Dirty Diana et Remember the Time, au testament de 2002 et à cette salle silencieuse à Neverland, tout devient clair. Ce n'était pas une romance ordinaire avec des baisers volés et des promesses éternelles, ce n'était pas un conte de fées hollywoodien avec un happy end, c'était un lien de toute une vie, toujours présent dans l'ombre, jamais totalement reconnu publiquement mais impossible à effacer ou à ignorer. Pour analyser plus profondément, considérons le contexte psychologique. Michael, abusé par son père Joe dès l'enfance, développe un attachement anxieux selon la théorie de John Bowlby, cherchant des figures maternelles stables pour combler le vide. Diana, avec sa force et sa tendresse, remplit ce rôle, mais l'évolution vers des sentiments romantiques chez Michael adolescent pose des questions éthiques. Des débats modernes sur des plateformes comme Reddit et X accusent Diana de grooming, arguant que l'écart d'âge et le pouvoir dynamique étaient inappropriés. Un post Reddit de 2022 demande: Did Michael Jackson and Diana Ross have an intimate relationship, avec des réponses variées, certains voyant une perversion, d'autres une amitié innocente. Des sources comme Cora notent que Michael idolise de Ross and consider like a mother-son relationship, mais des rumeurs persistent, comme dans le livre de Gerald Posney Motown, Music, Money, Sex and Power en 2002, décrivant comment Gordy utilisait Diana pour polir les nouveaux talents, y compris les Jackson. Culturellement, leur lien reflète la famille Motown, où les artistes comme Stevie Wonder ou Marvin Gaye formaient des bonds étroits, brisant les barrières raciales. Diana, première femme noire à animer les Oscars en 1974, Michael, premier artiste noir sur MTV en 1983, leur relation symbolise la résilience afro-américaine dans une industrie dominée par les Blancs. L'impact sur leur carrière est immense. Diana aide Michael à devenir une star solo, influençant son style et sa confiance. Michael dédie des prix à Diana, comme aux Amas de 1984 où il l'invite sur scène. En 1993 elle visite Neverland, en 1997 au Rock and Roll Hall of Fame il dit I'm crazy about you Am. En 2002 ils performent ensemble à l'Apollo Théâtre, leur héritage inspire films, livres et débats, comme le documentaire The Michael Jackson Tape de Rabbi Shmuley Boteach en 2009, où Michael parle d'amour non réciproque. En conclusion, cette histoire transcende le gossip, c'est un témoignage sur l'amour complexe,
Pensez-vous que Michael Jackson a vraiment aimé Diana Ross, ou était-ce quelque chose de plus complexe comme une obsession ou une idéalisation née du trauma? Dites-le nous en commentaire, et si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de découvrir chaque semaine d'autres récits vrais que nous révélons.